Ici la terre, ici la terre. Tout le monde est prié de redescendre. Le voyage est fini. Ici la terre, ici la terre. Tout le monde est prié de redescendre sur la planète Terre. Je répète, tout le monde est prié de redescendre sur la planète Terre. Ceci n'était qu'un voyage astral. Allô, allô, ici la Terre. Je répète, ici la Terre. Tout le monde est prié de redescendre sur la planète Terre. Bienvenue sur Terre. Ah là là, je ne sais pas si vous écoutez cet audio après le conte de Celle qui voit loin, ce conte amérindien d'Avril que Julie nous a lu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'écouter sur ce podcast. Vous comprendrez un petit peu mieux de quoi je parle là tout de suite. Le conte d'Avril, Celle qui voit loin, est le troisième conte. Et donc, avril est le troisième mois de la porte de l'Est, la porte du masculin sacré. Le mois d'avril vient nous aider à intégrer ce que nous avons abordé en février et en mars. Et nous allons donc clôturer ce mois-ci l'espace du masculin sacré. Je vous donnerai mon analyse de ce conte dans probablement 2 vidéos, 2 audios de vidéos. Mais avant, je crois qu'il est nécessaire d'avoir 2 ou 3 autres vidéos d'introduction parce que, comme peut-être vous l'avez vu, ce conte d'avril est constitué de plusieurs strates, nous parle de plein d'enseignements différents et d'une richesse incroyable. Et pour pouvoir l'aborder, il va me falloir un peu de temps pour pouvoir vous l'expliquer ou l'expliquer aux personnes qui n'ont pas la connaissance de ces notions-là. Le mois d'avril correspond, le conte du mois d'avril correspond à une énergie que nous avons tous et tout en nous, qui est une partie de notre masculin sacré. Ce n'est pas une qualité spécifique à certains, mais c'est une qualité que nous avons tous et toutes. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter le travail que j'ai découvert sur Internet d'un homme que je ne connaissais pas et c'est une vidéo qui est venue à moi sur YouTube alors que je me mettais en écoute de comment vous présenter ce conte d'avril. J'ai découvert cette vidéo sur YouTube. J'ai découvert la chaîne d'un homme qui fait des montages vidéo pour nous expliquer ce qui se passe dans le cosmos. C'est juste génial ce qu'il fait. Et je vais donc vous mettre une de ces vidéos-là tout de suite. Et on va retourner finalement ensemble dans le cosmos grâce à lui. Peut-être pour nous ouvrir un petit peu plus l'esprit, pour repartir, pour changer d'angle de vue, pour repartir dans un recul, pour aller dans cet espacement à l'intérieur de nous, de la réalité finalement de ce que l'on vit, qui est bien au-delà de ce que nous voyons. Vous allez voir, c'est juste super à suivre les vidéos de cet homme. Alors, je vous souhaite un très bon moment pour cette vidéo aussi. Ensuite, dans un deuxième audio, j'aborderai avec vous la notion du voyage astral. Et ensuite, sauf s'il y a des surprises supplémentaires qui viennent au fur et à mesure de la création des vidéos, mais on abordera ensemble mon analyse sur ce conte et ensuite les blessures liées à l'énergie d'avril. Alors, je vous souhaite un très beau visionnage. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de cet homme. Il y a énormément de vidéos très intéressantes. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bon mois d'avril à vous. Ouvrez grand les yeux.
Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage aux confins de l'univers connu, aussi loin et aussi grand qu'il soit possible d'aller, en prenant comme point de départ ce que l'on a sous la main. Disons un être humain infiniment moyen, tout de suite écrasé par les dimensions monumentales des pyramides de Khéops, elles-mêmes 65 fois plus petites que le massif de l'Everest, qui, face à Calypso, Épiméthéus, Hyperion ou Miranda, l'une des lunes d'Uranus, fait pâle figure. Et l'on pourrait continuer encore longtemps à monter dans les échelles de corps sphériques de plus en plus imposants que l'on retrouve dans notre système solaire. Et voici maintenant notre Terre, un monde sur lequel, en marchant avec tonicité à raison de 30 km par jour non-stop pendant 2 ans, vous pourriez espérer effectuer un trajet de l'ordre de quelque chose comme ça. Et bien qu'il nous soit individuellement impossible d'en explorer tous les recoins en une vie entière et bien remplie, la Terre n'en reste pas moins ridiculement petite, comparée aux géantes gazeuses que l'on retrouve dans notre système, et qui tiendraient toutes sans problème, alignées dans l'espace qui sépare notre planète de la Lune. Et tout ce dont nous venons de parler n'est rien face aux dimensions du Soleil, qui avec son diamètre d'1 391 000 km est suffisamment large pour que l'on puisse y faire tenir 10 fois la géante Jupiter, ou encore 109 fois la Terre. Et pourtant, cette étoile n'est qu'une naine jaune, un nom qui prend tout son sens si on le confronte avec le tour de taille d'étoiles telles qu'Arcturus, Aldébaran ou Rigel, qui toutes lui feraient de l'ombre, bien qu'ayant un diamètre dérisoire, si on les compare à Antares, Bételgeuse ou UY Scuti, la plus grosse étoile de l'univers connu, qui, avec son rayon 1700 fois plus grand que celui de notre Soleil, toise toutes les étoiles dont nous venons de parler. Et qui toutes, Scuti y compris, sont en réalité d'une taille dérisoire au regard de celle de quelque chose dans lequel nous sommes tous, le système solaire. Pour tenter d'en toucher du doigt l'immensité, revenons à l'échelle de notre Soleil et confrontons-le à Mercure, la première des planètes du système. Sur cette image, les proportions sont bien respectées, mais les distances, elles, ne le sont pas. Et lorsqu'elles le deviennent, Mercure, une fois positionné sur son orbite, se retrouve visuellement réduite à la taille de quelques pixels. Et remplacer le Soleil par Arcturus, Aldébaran ou Rigel ne permet en aucun cas d'atteindre l'orbite de la petite planète. En prenant de la distance pour accueillir le reste du cortège, on se rend compte qu'avec Antares, les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars se retrouveraient toutes dans l'étoile, dont la surface resterait malgré tout encore bien loin d'atteindre la première des géantes gazeuses. Que la géante Bételgeuse viendrait, elle, à peine léchée. Quant à la monstrueuse UY Scuti, sa surface n'atteindrait même pas l'orbite de Saturne, et serait encore distante de Neptune de quelques 3 milliards de kilomètres. Un nombre qu'il est extraordinairement difficile de se représenter. C'est pourquoi, de plus en plus confrontés à des distances hors normes, énormes, nous allons devoir nous mettre à parler en temps-lumière, pour se rendre de la surface de la plus grande étoile de l'univers connu à celle de Neptune. Un grain de lumière, le truc le plus rapide de l'univers, mettrait 3 heures. 3 heures à filer dans l'espace à la vitesse prodigieuse de 299 792 km par seconde. Pour tenter de se représenter cette vitesse proprement astronomique, dites-vous que le temps que vous clignez des yeux, une fois et un grain de lumière pourrait effectuer un tour de la Terre. Arrêtons-nous 1 seconde 3 sur cette idée. Et voilà qu'elle s'est rendue de la Terre à la Lune. Mais revenons à notre immensité, dont Neptune n'est qu'un point de départ. Pour penser plus grand, il nous faut aller plus loin, à la rencontre de la sonde Voyager 1, qui est actuellement l'objet fabriqué des mains de l'homme le plus éloigné de notre monde. Lancée en 1977, cette sonde fuse depuis dans l'espace, à quelques 62 000 km par heure. Et après 42 ans de trajet a progressé 160 fois plus vite qu'une Formule 1. Elle ne se trouve qu'ici, à une distance au Soleil de l'ordre de 6 fois celle de Neptune. En 2012, Voyager 1 a dépassé la limite de l'héliosphère, la bulle d'influence des vents solaires, et file depuis dans le milieu interstellaire. Pourtant, bien que distante de quelques 22 milliards de kilomètres de notre étoile, elle n'a même pas encore parcouru l'équivalent d'une journée-lumière, et est encore très loin d'être sortie du système, qui, pris au sens fort, comprend l'ensemble des objets célestes gravitant autour du Soleil. Et tout ce dont nous venons de parler tient maintenant ici. Dans cette image à l'échelle, on distingue l'orbite de Neptune, et là, la position actuelle de Voyager 1 comparée à la course de Sedna autour de notre étoile. Cet objet transneptunien, de près de 1000 km de diamètre, possède une orbite aux dimensions délirantes.
Lorsque Sedna passe par ici, elle est alors 5 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est Voyager 1 aujourd'hui. Pourtant, même alors, cette planète naine se trouve encore dans notre système. Car l'emprise gravitationnelle de notre étoile s'étend sur des distances beaucoup plus vastes. Pour véritablement s'en extraire et espérer en atteindre les confins, il va nous falloir traverser un nuage aux dimensions démesurées. Un nuage vers lequel Voyager 1 est actuellement en train de filer. Et tout ce dont nous venons de parler apparaît ridicule et tient maintenant en entier dans cette petite bulle, où l'on distingue l'orbite de Sedna comparée aux dimensions du nuage d'Oort. Ensemble de poussière, de glace d'ammoniac, de méthane, d'eau et de milliards de comètes qui entourent notre étoile, telle une bulle éparse. On estime que Voyager 1 devrait prendre au minimum 1200 ans avant d'atteindre les bords intérieurs du nuage. Et entre 20 000 et 30 000 ans, une fois rentré dedans, avant d'en sortir, pour enfin dépasser la frontière gravitationnelle de notre système. La sonde n'aura alors parcouru qu'une distance équivalente au quart de celle qui nous sépare de l'étoile la plus proche de nous, la modeste naine rouge Proxima Centauri, située à seulement 4,2 années-lumière du Soleil. Sur cette image, au vide poignant, les étoiles ne sont pas à l'échelle, car leur taille serait alors inférieure au pixel. Aussi démesurés que soient les ordres de grandeur que nous avons atteints, il existe dans l'univers des objets, ou plutôt des structures, dont les dimensions peuvent rivaliser, voire dépasser tout ce que nous venons de survoler. Pour s'en convaincre, accueillons à l'échelle la nébuleuse de l'œil du chat, celle de l'Esquimau, de la Lyre, de l'Altaire, ou encore de l'Hélice, qui s'étale elle sur des distances de l'ordre de celles qui nous séparent de Proxima. La démesure de cette image s'exprime à elle seule dans chaque petite structure de gaz effiloché que l'on observe sur ses pourtours, car chaque filament est ici plus grand que la taille de notre système Soleil interne. Quant à la nébuleuse du Crabe, une structure constituée de flots de matière stellaire éjectés par l'explosion d'une étoile aujourd'hui disparue, il nous faudrait encore reculer pour en saisir toute l'immensité. Évidemment, toutes ces nébuleuses ne se retrouvent pas dans notre voisinage proche, et à proximité ne veut pas nécessairement dire visible. Avec les distances, les luminosités apparentes fondent comme neige au soleil. Songez qu'un hypothétique observateur, situé à 50 années-lumière de nous et doté d'une vision sensiblement identique à la nôtre, ne verrait pas notre soleil. Proxima Centauri, bien qu'elle soit 10 fois plus imposante que notre monde, tout en étant à l'échelle de l'espace, littéralement la porte à côté, est pour nous, depuis la Terre, invisible à l'œil nu et n'a été découverte au moyen de télescopes qu'en 1915. Sur les 6000 étoiles qu'il est possible de voir à l'œil nu, par de belles nuits sans lune, seules 133 sont situées à moins de 50 années-lumière de nous, alors que l'on a pu en dénombrer la présence de 1800 au moyen de nos télescopes. Environ un tiers se situe dans une région de 250 années-lumière de rayon, et la quasi-totalité de celles visibles sans assistance technique tiennent dans cette petite sphère, une région de 1000 années-lumière de rayon qui n'est qu'une infime partie de la Voie lactée, notre galaxie. Une structure large de 100 000 années-lumière et épaisse de 1500. Pour arriver à en éprouver la taille, dites-vous que si on réduisait le Soleil aux dimensions d'un globule rouge, toute proportion gardée, la Voie lactée serait alors aussi grande que l'Europe. Et aussi étrange que cela puisse paraître, notre galaxie fait partie de celles que nous ne verrons sûrement jamais en entier. Car pour espérer atteindre un point suffisamment excentré pour en prendre un cliché la capturant en entier, il faudrait, à la vitesse de la sonde Voyager 1, quelques 550 millions d'années. Toutes les images que vous enverrez, comme celle-ci, ne seront jamais que des vues d'artistes, des reconstitutions effectuées à partir des données recueillies depuis l'intérieur, de là où nous sommes, à 25 000 années-lumière du centre. Depuis la Terre, nos télescopes modernes, en scrutant le ciel, nous donnent un aperçu splendide des quelques 300 milliards d'étoiles qu'on pense qu'elles comportent. Ils permettent aussi d'y découvrir des structures dont les dimensions rivalisent avec celles nous séparant des étoiles proches, telles que la nébuleuse d'Orion, ici comparée à la distance du Soleil, à Proxima, elle-même face à la nébuleuse de la Rosette, ou encore de la Carène. Toutes ces nappes de poussière, de gaz et d'étoiles font partie de notre galaxie, qui était au début du siècle dernier la seule de l'univers connu. Aujourd'hui, nous avons du mal à en estimer le nombre. Dans l'univers, on en trouve partout, et ce, quelles que soient les directions où l'on regarde.
Il y a quelques années, les astronomes ont pointé le télescope spatial Hubble vers un coin extrêmement sombre et petit du ciel. À l'œil nu, sa taille apparente équivaut à la distance d'une tête d'épingle, que l'on tiendrait à bout de bras. Et après 1 million de secondes de temps d'exposition, ils ont obtenu ceci. L'une des photos les plus extraordinaires jamais prises par des humains. Un petit nombre des points lumineux que l'on y voit sont des étoiles proches sur le devant de la scène. Mais le reste, tout le reste, n'est que galaxie. Sur ce seul cliché, en analysant finement toutes les données, on a pu en identifier près de 10 000. Et cette photographie n'est qu'un morceau dérisoire, une infime portion du ciel, représentée ici, à côté de la Lune. Il faudrait faire environ 23 millions de photos comme celle-ci pour couvrir l'ensemble de la voûte céleste. Notre Voie lactée n'est donc pas seule, et le bestiaire des galaxies dont elle fait partie comprend une quantité astronomique d'objets de forme et de taille variées. Certaines, comme Zwicky 18, sont irrégulières et à peine plus grandes qu'une nébuleuse, 6000 fois plus lumineuse que celle d'Orion, à qui la voilà en taille comparée. NGC 604. Cette nébuleuse dite du triangle n'est pourtant rien de plus qu'une tache parmi des dizaines d'autres à l'échelle de sa galaxie haute. Ici comparée à M82, qui bien que 2 fois plus petite que la nôtre, est 5 fois plus lumineuse, du fait des taux exceptionnels de naissance d'étoiles qui s'y déroulent. Quant à M104, la galaxie dite du sombrero, elle possède, elle, un cœur à l'intensité déroutante qui lui donne un aspect de chapeau. Et voici la typique galaxie elliptique au axe, entourée de son étrange anneau d'étoiles bleues. En fonction de leur âge, de leur histoire et de leur interaction passée, ces géants de l'espace peuvent voir leur taille croître, leur forme modifiée. Celle du tétard doit sûrement son aspect de spirale barrée, dont l'un des bras s'est littéralement disloqué à l'une de ces interactions. Quant à M87, elle a dû ingurgiter et fusionner avec bon nombre de ses semblables, au point d'atteindre une masse 200 fois supérieure à celle de notre Voie lactée, ici à l'échelle comparée. Mais M87 n'en reste pas moins une ébauche de gigantisme face à la colossale Hercule A. Dotée d'impressionnants jets de matière et d'énergie provenant d'un trou noir hyperactif dissimulé en son centre. Cette galaxie, bien que 1000 fois plus massive que la nôtre, n'en reste pas moins 2 fois moins lourde et 4 fois moins étendue que celle qui reste à ce jour la plus grande galaxie de l'univers connu, IC 1101, un monstre abritant plus de 100 000 milliards d'étoiles. Mais encore une fois, à trop comparer des tailles, nous en perdons de vue les distances, positivement monstrueuses, qui séparent tout ceci. Alors à quelle distance toutes ces galaxies sont-elles de nous? Et comment se répartissent-elles dans l'espace? Pour tenter de le toucher du doigt, représentons, vu depuis la Terre, la surface qu'occuperait la galaxie d'Andromède dans le ciel, si elle était légèrement plus lumineuse. Située à 2,5 millions d'années-lumière de nous, Andromède fait partie de notre voisinage galactique, notre amas local. À l'échelle de l'espace, c'est la maison à côté. En termes d'échelle, elle est 2 fois plus grande et contient 3 fois plus d'étoiles que la nôtre. Pour couvrir la distance qui nous en sépare, la sonde Voyager 1 mettrait 56 milliards d'années, une durée de temps près de 4 fois plus longue que l'âge de l'univers. Quand on parle de proches voisins, il faut mettre beaucoup d'espace entre les guillemets. Voici une vue d'ensemble de notre amas local. Les distances et les tailles respectives sont à peu de choses près à l'échelle. On y retrouve Andromède, la Voie lactée, ainsi qu'un cortège d'une 50aine d'autres galaxies, de taille plus réduite. Et en dézoomant d'un facteur 10, tout ceci ne devient plus qu'une toute petite partie d'un ensemble encore plus vaste, et comprenant lui, plus d'1 millier de galaxies. C'est ce que l'on appelle notre groupe local. Sur cette image, large de 100 millions d'années-lumière. Chaque tache blanche représente au minimum une, voire plusieurs galaxies. Mais notre groupe local n'est lui-même qu'un sous-ensemble d'une structure colossale, le superamas de la Vierge, dont la taille étourdissante est estimée à 150 millions d'années-lumière de diamètre, et qui contient quelques 10 000 galaxies réparties dans une centaine d'amas, parmi lesquels l'on retrouve le nôtre et celui de la Vierge, distant de près de 60 millions d'années-lumière. Et voici que ce superamas se retrouve lui-même contenu dans un édifice encore plus grand. Et l'on commence à voir se dessiner, à des échelles toujours plus étendues, des lignes de plus forte densité et des zones sombres, des vides, tels que celui du Bouvier, où l'on ne trouve en tout et pour tout que quelques dizaines de galaxies, réparties dans un volume près de 2 fois plus grand que le superamas de la Vierge, qui en contient lui plus de 10 000. Ici,
l'espace porte définitivement bien son nom. Et notre supercluster local n'est lui-même qu'un parmi tant d'autres, car on estime le nombre de structures de ce type à plusieurs millions. Partout où l'on regarde, quelle que soit la direction, des superclusters, qui pris tous ensemble ont la forme aux très grandes échelles, quelque part d'une immense toile d'araignée. Et tout ce dont nous venons de parler est maintenant un petit point au centre de l'univers observable, qui contiendrait, lui, selon les estimations, entre 100 et 2000 milliards de galaxies. Au-delà des bords de cette image, la géographie assourdissante de l'univers connu s'arrête, visuellement, mais l'univers, lui, continue. Car nous n'avons pas atteint là une limite, une frontière infranchissable. Ces confins du cosmos ne marquent que le pourtour d'une sphère de 45 milliards d'années-lumière de rayon, qui comprend toutes les galaxies dont la lumière a eu le temps de nous parvenir. Au-delà de cet horizon cosmologique, que trouve-t-on? Certainement des milliards d'autres superamas de galaxies, vu que l'univers, lui, se poursuit. Jusqu'où et quand est-ce que ça s'arrête? Nous n'en savons rien. Il est probable que cette immensité, déjà incroyablement difficile à appréhender, soit elle-même ridiculement petite au regard de la taille de l'univers, pris en entier. Il est même possible que cela ne s'arrête jamais, que l'univers soit infini et que les dimensions de cet au-delà soient elles-mêmes au-delà de tout ce que l'imagination est capable de concevoir. Car l'infini est une idée sans image. Sur Terre, certains n'aiment pas penser à l'univers, à ces espaces qui nous dépassent. D'autres aiment le savoir immense. Ils les remplissent d'émotions paradoxales, frissons éprouvés devant ces cieux démesurés, tour à tour écrasés, angoissés ou exaltés, saisis par ce vide sidéral et sidérant. Ces étendues nous émeuvent, attendrissent et abîment nos égos, en nous faisant comprendre que nous ne sommes que des humains, sur une planète, dans une galaxie, et peut-être même au sein d'un univers, parmi tant d'autres. Et parfois, elles nous élèvent au-dessus de nous-mêmes et nous obligent à nous tracasser pour l'essentiel. Pour nous écrire, c'est simple: univers observable, supercluster local, superamas de la Vierge, amas galactique local, galaxie spiralée, Voie lactée, bras d'Orion, 25 000 années-lumière du centre, système solaire, troisième planète tellurique en partant de l'étoile, la Terre. Ici la Terre, ici la Terre. Tout le monde est prié de redescendre. Le voyage est fini. Ici la Terre, ici la Terre. Tout le monde est prié de redescendre sur la planète Terre. Je répète, tout le monde est prié de redescendre sur la planète Terre. Bienvenue sur Terre.